Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des championnats de France du contre-la-montre. On parlera également des autres champions nationaux. On fera un petit point en fin de vidéo. On va parler à la fois des filles et des garçons. On va commencer par les filles même. Et puis on parlera également des titres amateurs qui avait lieu le même jour. Hein. Je rappelle que autant on a des courses en ligne désormais qui sont différenciées, autant sur la course contre la montre, ça reste le même jour, les épreuves du jeudi, toujours avec cette infographie qui, je trouve, est la mieux réalisée de la saison, avec le fait d'avoir les classements, les points intermédiaires sur le côté. Il faut le saluer quand c'est bien fait. Je trouve que ça donne des informations supplémentaires qui sont toujours très intéressantes. Bon, on commence tout de suite cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, où on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pouvoir ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo, ça c'est sur mobile. Je rappelle, Instagram également, pour avoir les sorties de vidéos. Alors j'avais pas fait de post pour la vidéo d'hier, hein, si vous l'avez raté, sur les courses de préparation au Tour de France, que ça soit Tour de Slovénie, Route d'Occitanie, ou encore le Tour de Belgique. Vous allez peut-être entendre quelques tracteurs passer, parce que ça moissonne, hein, avec la canicule, ça moissonne même très tôt, et ça reprend qu'à 18h, parce que la préfecture du Cher a fait un petit arrêté préfectoral. Ils n'ont pas le droit de moissonner en plein après-midi, ce qui est assez intelligent pour éviter de cramer la moitié de la végétation. Mais ils ont le droit de commencer un petit peu plus tôt. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo. Si vous voyez des traces de sueur, c'est normal. Il fait très chaud hein, depuis quelques jours sur le Cher. Et donc, il y a un moment, même avec le ventilateur, je pense que ça va se voir un moment sur mon t-shirt, que je sue à mort. Bon, on commence tout de suite avec la course des filles. Là aussi, c'était compliqué hein, pour les filles et pour les garçons. À la Tour du Pin, avec des chaleurs hein, quand même. Alors, je sais pas s'il faisait aussi chaud que dans le centre ou en Vendée, parce que c'est plutôt en Vendée en ce moment et en Bretagne où il fait extrêmement chaud. L'annonce du côté de la Fédération française de cyclisme, c'est qu'il faisait 33 degrés à l'ombre. Donc autant vous dire que 33 degrés à Londres, on dépasse allègrement les 40 degrés au soleil du fait de la chaleur du goudron. Hein. On a vu même quelques portions de goudron fondu qui ont peut-être provoqué certaines chutes, mais oui, forcément, avec la chaleur du goudron, ça devient très vite atroce. Le cyclisme, et même si l'avantage c'est que c'est un sport où il y a quand même une vitesse de déplacement qui est forte, on a vu quand même des garçons aller à plus de 45 de moyenne, forcément ça nuit à la performance, surtout sur un effort comme le contre-la-montre où on va avoir tendance à aller, on a besoin d'aller très haut en termes de rythme cardiaque, sauf que quand il fait chaud, vous avez tendance à avoir un cœur qui bat un petit peu plus vite, tout simplement pour essayer de réguler la température du corps humain, parce que quand il fait plus de 38 dehors, je rappelle que le corps humain, normalement, à 38, il aime pas trop en termes de température. Donc, il essaye de réguler. Donc, il monte un petit peu le rythme cardiaque. Vous avez également des changements au niveau de la tension. Vous avez également cette sudation abondante également. Et puis, vous avez moins de lucidité aussi, hein, la chaleur qui tape sur les casques. Mais sur un effort comme le contre-la-montre, on a besoin d'aller haut dans les tours. On a besoin d'aller à 180, au-delà en pulsation minute pour faire un bon contre-la-montre. Sauf qu'à ces températures-là, ça devient vraiment un effort difficile de faire un effort brutal. C'est compliqué également au niveau respiratoire. Déjà parce que la position de contre-la-montre n'aide pas au niveau de la respiration, mais encore plus quand il fait chaud. Parce que quand il fait chaud, l'air est moins dense, donc un peu moins d'oxygène aussi. Donc ça affecte la respiration. Pardon, j'ai même un chat dans la gorge. Mais également, voilà, avec la chaleur, vous allez avoir également des soucis au niveau de la gorge parce que là, on a du vent chaud.
Voilà, je voulais éviter de me racler la gorge. Mais on a également du vent chaud et ça nuit énormément à la gorge également. Ça assèche la gorge. Vous vous déshydratez très vite. Là, quand même, sur un contre-la-montre de 30 km, alors qui était un contre-la-montre long, hein, parce que 30 km, on atteignait 40 minutes de course. On avait quand même 2 points de bidons qui n'étaient pas des bidons aérotransmis. Plus on a vu notamment Rémi Cavagna, mais boire dans les bidons aéros, ce qui est très rare parce que les bidons aéros sont difficiles d'accès. Donc on a vraiment tenté au maximum de se refroidir, bien entendu les gilets de froid et plein de paramètres. On a eu, on a eu des chutes sur ce contre-la-montre, des problèmes mécaniques, des chutes. Chute, notamment pour Marine Allion, ça c'est sûr, du côté de Mayenne, Montbana, Maipi. Alors il y a peut-être eu également des coups de chaud aussi, parce que je vois Tissia et Rio n'est pas allé jusqu'à l'arrivée. Alors est-ce qu'elle est tombée ou est-ce qu'elle a eu un coup de chaud? Elle avait perdu pas mal de temps en début de course, Tissia Rio. Après, on n'a peut-être pas voulu non plus aller trop loin dans l'effort du côté de la française en se disant, bah de toute manière, là en termes de résultats, c'était compliqué. Je me concentre plutôt sur la course en ligne. Mais du côté de Marina Lyon, oui, ça, il semblerait que c'était une chute. Il y avait une ambulance du côté autour de Marina Lyon. Mais forcément, hein, la chaleur, ça joue énormément déjà sur votre lucidité. Et puis avec le goudron fondu, qui est vraiment, enfin, vous n'avez aucune adhérence sur le goudron fondu. Et c'est assez terrible. Bon, alors forcément, bah, dans les dernières positions, vous avez plutôt des filles chez les amateurs. Alors on a quand même des écarts qui sont assez importants, hein. On voit certaines filles qui finissent à... Il y a pas mal de filles qui ont fini à plus de 10 minutes, ce qui montre déjà que le parcours a été compliqué. Et aussi bien qu'on a des filles qui ont vraiment souffert, je pense, de ces conditions-là. Et qui ont eu du mal à faire une belle performance, parce que quand vous n'avez pas l'habitude des fortes chaleurs, forcément vous savez pas trop ce que ça va faire en termes d'écart et de conditions physiques au niveau de vos watts, et ça peut être un petit peu plus compliqué. Bon, on va remonter dans le top 20 avec les premières filles qui étaient chez les professionnels. Le cas d'Iliona Roua de ma petite entreprise, par exemple, hein, qui finit 18e à 4 minutes 16. Constance Valentin, voilà, qui elle réussit à finir 16e. Constance Valentin avec Mayenne, Montbana, Maipi à 4 minutes 11. Alors comme je dis, hein, je vais ressortir ma phrase habituelle, mais c'est vrai que dans les équipes parfois de deuxième division, c'est pas forcément l'exercice que l'on travaille le plus, même si parfois dans ces équipes-là, par contre, on peut avoir comme objectif un championnat de France du contre-la-montre, ce qui est pas forcément le cas dans les grosses équipes professionnelles où on va pas forcément avoir les mêmes attentes par rapport à la saison globale, où on peut pas se fixer comme objectif les championnats de France, juste porter le maillot de champion de France, parce que c'est pas énormément de points UCI. Je crois que ça doit être, je sais même pas si c'est 100 points UCI, hein, un championnat de France du contre-la-montre. Et ce qui fait que du côté de certaines équipes, on peut pas, voilà, FDJ United Suez peut pas miser toute sa saison sur les championnats de France. Une Juliette Berthet, par exemple, mise pas toute sa saison ou une grande partie de sa saison sur les championnats de France, alors que des filles peut-être de ma petite entreprise, d'équipes un petit peu plus petites, peuvent l'avoir comme objectif majeur. Du côté des amateurs, alors quand même l'énorme performance d'Heidi Gauguin, qui est maintenant dans le team Braise Ladies. Heidi Gauguin, qui je rappelle est amateur, mais qui a aussi une particularité. Heidi Gauguin, elle est handisport, hein, on l'a vu notamment aux Jeux paralympiques, Heidi Gauguin, et là, bah, elle a fait encore une sacrée performance avec cette victoire chez les amateurs, avec cette 7e place, on va dire au scratch, cette 7e place au global du côté d'Heidi Gauguin, mais qui a vraiment mis une claque un peu à ses adversaires, parce que Solène
Marnoni finit quasiment une minute derrière, plus d'une minute derrière même, et on a une fille comme Pauline Alloin également qui finit un petit peu plus loin, et pourtant Pauline Alain, pardon, qui a été professionnelle, hein, elle a été voilà, chez Arkea notamment. Maintenant elle est directrice sportive en plus de ce rôle dans cette équipe amateur. Mais on avait quand même des filles, voilà, qui sont passées parfois par les pros, et là, du côté de Heidi Gauguin, faire cette performance-là, être dans le top 10, c'est quand même très très intéressant. Ça montre aussi que chez les handisports, il y a un bon niveau globalement. Ça montre que une Heidi Gauguin qui est pas championne, enfin qui domine pas la discipline, hein. Il y a des filles qui sont très fortes dans sa catégorie. Heidi Gauguin, ça montre que voilà, il y a un bon niveau, hein, quand même chez les handisports aussi. Et bravo à Heidi Gauguin, parce que top 10 sur un parcours comme celui-là, avec la chaleur, ça veut dire qu'on a bien fait le travail du côté de cette formation Team Braise Elite, et elle peut vraiment être très satisfaite de ce titre chez les amateurs. Donc vraiment extrêmement costaud. Donc devant Solène Marioni et Pauline Alain pour le top 3 dans cette catégorie, si je ne me suis pas trompé. Bon, le titre, Célia Lemouel, qui vraiment a été impressionnante. Impressionnante, elle est partie fort, très fort. Sur le premier intermédiaire, mais elle a réussi à tenir jusqu'au bout. Maëva Skiban lui reprend un petit peu sur la fin, mais elle n'a pas pris trop de risques dans la dernière descente qui était assez technique. C'était pas du tout la favorite sur cette épreuve. C'est vrai qu'on citait, moi pour moi c'était Carbaol. Bon, il y avait Juliette Berthet, il y avait Skiban, voire même une Marion Boras, peut-être qui était citée, une Marie Lenette. Absolument pas Célia Lemouel. Elle faisait pas partie des favorites. Et pourtant, son contre-la-montre du Tour de Suisse n'était déjà pas mauvais. Elle était quatrième française sur ce contre-la-montre du Tour de Suisse qui s'était déroulé dans des conditions difficiles. Et là, du côté de Célia Lemouel, impressionnante. Impressionnante aujourd'hui, parce qu'elle est partie vraiment sur un énorme tempo. Et puis qu'elle a réussi à continuer sur ce même rythme. Parce que parfois, dans ces conditions-là de température, on part fort, mais ensuite on a un petit peu de mal. Sur la dernière partie de course, on a un peu du mal, parce qu'avec la chaleur, voilà, on a un peu du mal à aller vite. Et puis parfois, on peut être aussi un peu endormi sur la première partie, et je pense que certaines filles se sont fait un peu endormir par la chaleur. Et là, du côté de Célia Lemouel, elle a été vraiment impressionnante. Et surtout, ma petite entreprise, alors qui avait déjà fait un bon Tour de Suisse, hein, avec Constance Latimier, qui avait été intéressante également sur cette épreuve. Là, on continue quand même en termes de performance avec ce premier titre de championne de France dès la première année de participation de cette équipe. Autant vous dire que Vincent Lavenu, il doit être content quand même pour cette formation, et avec une Célia Lemouel qui a été très très impressionnante aujourd'hui dans ces... même Cédrine Carbaol, donc elles se connaissent très bien avec Cédrine Carbaol, qui lui a dit: tu m'as mis 30 secondes au premier inter, qu'est-ce que t'as fait? Mais vraiment, elle est partie fort, et puis après elle a réussi à continuer sur un bon tempo, sans vraiment ralentir le rythme. Donc là, vraiment très impressionnante. Deuxième, Maëva Skiban. Pas grand-chose. En fait, il n'y a pas grand-chose à se reprocher du côté de Skiban. Elle finit devant Carbaol et Berthet, donc qui sont quand même deux références de la discipline en France. Là, je crois très clairement du côté de Maëva Skiban, elle est tombée sur plus forte. Voilà. Célia Lemouel a fait vraiment le chrono de sa vie. Elle disait pourtant qu'en plus Célia Lemouel n'aimait pas le froid, enfin n'aimait pas la chaleur plutôt, parce que bretonne, on a quand même un triplé breton dans ces conditions-là de chaleur. Mais Célia Lemouel disait: je suis pas trop fan de la chaleur, mais là je pense qu'elle était sur un autre rythme, un autre monde. Et du côté de Maëva Skiban, qui s'est beaucoup arrosé sur le parcours, on le voyait avec les bidons, elle les a fortement utilisés.
elle est pas larguée. En seconde, c'est pas grand-chose, mais devant, le Mouel était vraiment plus forte. Elle a tout donné, Maëva Skiban, mais elle est tombée sur vraiment une fille qui était plus forte. Voilà, elle bat pourtant Carbaol et Berthet, encore une fois, hein, elle bat les deux Françaises, mais il y avait juste rien à faire face à Célia Lemouel, elle était vraiment au-dessus. Et il va falloir quand même se méfier de ma petite entreprise sur la course en ligne, hein, du côté de cette formation, parce que ça va forcément motiver cette équipe. Et on peut vraiment peut-être essayer et tenter de déjouer la stratégie de la FDJ à United Suez pour le parcours de samedi. Cédrine Carbaol, elle le disait, pas forcément des bonnes sensations au niveau des watts. Voilà, elle n'avait pas des bonnes sensations, pas un bon feeling au départ. Elle le disait, peut-être pas bien récupérée de son Tour de Suisse. C'est vrai qu'elle est allée loin dans l'effort, hein, notamment le dernier jour. Elle s'est vraiment dépouillée, Cédrine Carbaol, pour aller chercher ce podium sur le Tour de Suisse. Malgré le fait qu'on ait eu 4 jours, enfin 3 jours de récup, on va dire, 3 jours de récup sous forte chaleur. Donc c'est pas 3 jours de récup où t'es à 20 degrés. Un sportif de haut niveau, il subit quand même aussi ces conditions-là climatiques. Je sais pas si elle habite dans une maison climatisée, par exemple Cédrine Carbaol, mais si elle a passé des nuits sous 30 degrés, parce qu'en ce moment dans beaucoup de maisons en France, il fait 30 degrés quand vous n'avez pas la clim, bah forcément vous passez des mauvaises nuits, donc vous récupérez pas bien. Je rappelle que pour récupérer au niveau des muscles, c'est quand même bien de rester très hydraté. Or, avec ces chaleurs-là, réussir à être bien hydraté n'est pas évident. Donc, forcément, ça a peut-être nuit à la récupération de Cédrine Carbaol. Voilà, elle l'a dit hein, très clairement, elle n'avait pas des sensations exceptionnelles. Et je pense que de toute manière, même en ayant des sensations exceptionnelles, il aurait fallu être costaud pour battre le Mouel. Vraiment, hein, il aurait fallu être extrêmement solide pour Cédrine Carbaol pour aller battre son ami qui était vraiment très 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 costaud aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir pour Carbaol. De toute manière, je pense que pour la Française, entre une deuxième et une troisième place, l'objectif était de garder le maillot de championne de France. Bon, deuxième, troisième, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Je pense que l'idée était surtout de partager un podium avec Célia Lemouel. Et là, elle était très contente, Cédrine Carbaol, parce qu'elle disait, elle se connaissait depuis petite. Ils ont commencé le vélo ensemble, Cédrine Carbaol et Célia Lemouel. Donc vraiment très très bien, voilà. Mais pour Carbaol, bon, la forme est là, hein. On a retrouvé quand même une très bonne Cédrine Carbaol. Ça, on l'avait vu depuis le début enfin depuis il y a quelques temps, où c'est vrai qu'on a retrouvé quand même un bon niveau de performance du côté de la française, notamment le Tour de Suisse, mais pas seulement. Là, c'est vrai que la forme est vraiment là. Euh, Juliette Berthet, du côté de Juliette Berthet, bah petite déception. Voilà, petite déception pour Juliette Berthet. Mais j'ai envie de dire, comme depuis le début de saison, c'est un peu moins bien. Et là, quand on a bah, une fille qui sort peut-être le chrono de sa vie, comme Célia Lemouel, une Maëva Skiban et une Carbaol qui sont quand même à un bon niveau, bah tu sors du podium. Oui, parce que en gros, il aurait pas fallu qu'il y ait Célia Lemouel pour monter sur le podium du côté de Juliette Berthet. Voilà, depuis le début de saison, c'est un peu en dessous. Elle est un peu en niveau un petit peu en dessous. Et puis on sait que Juliette Berthet, les fortes chaleurs, c'est quand même pas ce qu'elle préfère du côté de la française. Mais c'est vrai que ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu un championnat de France de cyclisme féminin sans FDJ United Suez sur le podium. Voilà, ça remontait un petit peu du côté de Juliette Berthet. Là aujourd'hui, très clairement, un ton en dessous, hein, elle perd du temps par rapport à Carbaol, qui pourtant fait pas le meilleur départ. Donc non, il y avait pas grand-chose à faire pour Juliette Berthet. Pourtant, c'était un long chrono, donc elle qui a parfois des départs un petit peu comment dire des départs un petit peu diesel, bah ouais, mais ensuite derrière ça roulait juste extrêmement fort du côté de ses adversaires, donc pas grand chose à faire. Et il y a même un moment, moi je me suis dit Amandine Muller sera devant, la jeune de la EJ Insurance.
qui était vraiment extrêmement costaud, Amandine Muller. Les deux sœurs Muller ont fait un bon chrono en passant. Solène fait 8, Amandine fait 5. Mais vraiment un bon chrono de la part de la Française et surtout une belle évolution par rapport à l'an dernier. Parce que je suis quasiment sûr que l'an dernier, elle était à peine dans le top 20 et j'aurais dit même pas dans le top 20, Amandine Muller. Et ça veut dire que là, dans la hiérarchie mondiale, enfin dans la hiérarchie française, on a fait une belle progression. L'an dernier, elle avait fini, ah non, dixième. Dixième, je la voyais plus loin que ça, dis donc. Amandine Muller, non, elle avait fini dixième à 2 minutes 27 de Carbaol sur un parcours qui était une chouille plus court aux herbiers. Bah là, elle se prend Amandine Muller 45 secondes. Donc il y a une belle évolution du côté de la française. Bon, on sait que c'est un grand talent, Amandine Muller. Ça fait depuis plusieurs années qu'on nous parle d'Amandine Muller. L'an dernier, elle était au championnat de France élite. Elle avait que 18 ans. Donc, c'est pour vous dire quand même que quand vous êtes au championnat de France élite à 18 ans, bon, c'est que vous avez quand même un petit niveau, même si vous êtes dans une équipe de développement. Et là, oui, elle a été très solide aujourd'hui. Je sais pas si on verra Nina Lavenu cette semaine, la fille de Vincent Lavenu, qui est également chez J Insurance. Mais c'est vrai que Amandine Muller, c'est du costaud. Et devant Marion Boras, bah, qui a eu un problème mécanique, qui était parti sur un bon tempo. Je pense qu'elle pouvait peut-être jouer avec Juliette Berthet, Marion Boras, mais problème, voilà, la chaîne qui a sauté, qui a déraillé, et ensuite elle n'a pas réussi à la remettre. Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi à la remettre. Donc devant Heidi Gauguin, Solène Muller, Marie Lenette, qui a servi de point de mire à Célia Lemouel en passant. Mais je dirais que Marie Lenette, elle avait déjà eu un contre-la-montre un petit peu compliqué sur le Tour de Suisse. Je pense que très clairement, ces problèmes de dos provoquent peut-être des gênes sur la position de contre-la-montre, parce que je dis toujours, mais la position de contre-la-montre, vous tirez énormément sur le bas du dos. C'est vraiment voilà, au niveau du bas des reins, ça tire énormément dans cette zone-là, et forcément, bah, ça y tire un petit peu le dos. Il faut vraiment se détendre presque, et c'est pas forcément la position la plus facile à tenir, surtout quand on a des problèmes de dos. Donc voilà, ça gêne peut-être Marie Lenette en ce moment. Et puis la chaleur. Bon, l'an dernier, pourtant, on avait été championne de France sous des fortes chaleurs, mais ça a peut-être joué un petit peu en sa défaveur. Et puis, on retrouvait Vinnie Morier, voilà, qui n'est pas dans le top 10 à française, qui l'an dernier avait fait ses championnats de France chez les amateurs, Émilie Morier, du côté de Saint-Michel, préférence Home, Aubert 93. On passe à la course des hommes, là aussi des conditions difficiles, vu que la course des hommes était à la suite de la course des filles, avec Camille Charret qui a abandonné du côté de la Cofidis et Pierre Choblet du côté de l'Oudéac. Alors là, j'ai pas d'informations sur s'ils sont tombés à haute vitesse ou si c'est juste un abandon ou un coup de chaud du côté de cette épreuve. Bon, vous voyez, dans les derniers chronos, les concurrents amateurs, mais avec peut-être quand même plus de densité cette année que chez les filles. On retrouve quand même un Jérémy Lecros, par exemple, assez loin du côté de Saint-Michel. Alors chez Saint-Michel, ça fait quand même depuis quelques semaines qu'on a quand même l'impression que l'annonce de la disparition de l'équipe chez les garçons a complètement démotivé les effectifs un petit peu. Ça donne un petit peu cette impression-là. Victor Papon. Alors là, c'est bizarre, Victor Papon, parce qu'il était bien positionné au premier temps intermédiaire. Alors, est-ce qu'il est tombé Est-ce qu'il a eu un problème physique, Victor Papon, parce qu'il était très bien sur le premier inter. Il était dans les temps du vainqueur chez les amateurs. Donc normalement, il était parti pour faire un top 10, Victor Papon, mais ensuite, il a dû complètement s'écrouler parce que il finit extrêmement loin. Je ne pensais pas le voir aussi loin, Victor Papon, dans le classement, parce que vraiment le premier intermédiaire était bon. Alors, est-ce que le premier intermédiaire, on a eu un mauvais chrono qui s'est affiché? Ou est-ce que, parce que c'était quand même un peu une surprise de voir Victor Papon aux avant-postes, ou est-ce que du côté du français de la Nice Métropole Côte d'Azur, eh bien, on a eu un problème mécanique ou un problème technique sur le parcours, parce qu'il y a eu un concurrent de la Groupama, mais l'équipe de développement
Je crois que c'est Kushwe qui a fini avec son vélo traditionnel, qui est tombé et qui a fini avec son vélo traditionnel. Voilà, hein. Il y a eu quelques concurrents comme ça qui ont souffert, mais avec un goudron qui avait tendance à un peu fondre, hein, quand même. Alors c'est même surprenant qu'on n'ait pas mis du blanc sur la route. Vous savez qu'il y a cette technique maintenant qui permet d'éviter que la route fonde. On met de la chaux avec de l'eau et ça permet d'éviter que la route fonde. Ils l'ont mis même à quelques intersections à côté de chez moi où le goudron avait tendance à fondre. Et aussi, il y avait une zone sur le parcours où il y avait quand même des voitures garées le long de la route. On serait cru en Belgique, sauf qu'en France, normalement, bah, on fait défaire les voitures. Et là, il y avait toute une zone avec les voitures qui étaient garées le long de la route. C'était assez surpris de voir ça. Bon, on voit des coureurs d'équipe continentale, mais encore une fois, en continental, l'objectif, c'est pas forcément le contre-la-montre. Donc voilà, pour des Kevin Avouane, en plus Kevin Avouane, il a quand même beaucoup donné ces dernières semaines du côté de Van Driesel, donc peut-être plus trop d'énergie en ce moment. Voilà, c'est pas forcément un exercice que l'on travaille énormément. Louis Chahley, lui aussi, il aurait eu un problème. Le cours de l'équipe de développement de la Décathlon, il aurait eu un problème, peut-être une chute, enfin un problème du côté de Louis Chahley, qui finit à 3,56, légèrement en dehors du top 20. Et puis on a Élan de la Ronde, le jeune coureur de la Rural qui fait également de la piste, hein, Élan de la Ronde, eh bien, qui a fini à 21e, voilà, pour le coureur de la Cara Rural. Pas très loin de Luca Di Vincenzi, de Mayenne Montbana et Pierre Terry. Alors, on va commencer déjà par les amateurs. Très gros niveau quand même cette année chez les coureurs amateurs, parce qu'on en a quand même deux quasiment dans le top 10. J'ai bien quasiment pour Mathias Ribeiro da Cruz, mais on a Arthur Blaise. Alors Arthur Blaise, c'est particulier. Pourquoi? Parce que Arthur Blaise, il est dans une équipe continentale. Donc normalement, il aurait dû courir avec les professionnels, sauf qu'il est dans une équipe continentale belge et que les équipes continentales étrangères, eh bien, on ne les considère pas comme des professionnels quand ils sont au championnat de France. Et je l'ai appris parce que cette règle ne s'appliquait pas avant. Parce que pour moi, quand Victor Guérin, pas Victor, Alexis Guérin, quand Alexis Guérin avait fait top 10, à l'époque il était dans une équipe autrichienne, il était à la Vorarlberg, et pourtant pour moi il courait avec les pros. Donc est-ce que là c'est parce qu'on considère que c'est une équipe qui est trop petite? Faut savoir, dans les équipes continentales, il y a à boire et à manger, hein, dans les équipes continentales. En France, on est assez strict sur les contis pro, parce qu'on a divisé en deux catégories. Mais vous avez le cas des contis amateurs, où là on est plutôt presque sur du statut semi-pro. Mais Arthur Blaise, très costaud. Alors je me disais, Arthur Blaise, son nom me disait quelque chose. Oui, il était dans l'équipe de développement de la G2R. C'est bien ce qui me semblait, que c'est un coureur que c'est un nom que je connaissais, qui était passé dans l'équipe de développement, mais pas forcément des super résultats, sauf sur le contre-la-montre. Sauf que, bah, encore une fois, comme je dis assez souvent, être bon en contre-la-montre, ça ne suffit plus maintenant pour les équipes professionnelles. Il faut également développer d'autres qualités. Et c'est le problème aussi d'un Ribeiro da Cruz, parce que bon seulement contre-la-montre, bah, ça ne suffit pas. Il faut d'autres qualités. Et là, Arthur Blaise, bien, c'est peut-être ce qui a manqué à AG2R. Sur ces deux dernières saisons, on s'est dit peut-être il y a un potentiel, mais on veut voir plus. Et là, Arthur Blaise, bah, vraiment un super championnat de France pendant très longtemps, temps de référence, hein, parce qu'il est parti assez tôt au final. Et vu qu'il a été inscrit un petit peu à la dernière minute, il disait une semaine avant, je savais pas que j'allais en le faire, le championnat de France, c'était un petit peu compliqué. Et il a été très efficace. Et moi, j'ai bien aimé son interview avec Jackie Durand, surtout sur la notion de mon temps de référence. C'était pas forcément le temps des concurrents chez les amateurs, c'était le temps de l'an dernier de Bruno Armirail. Et en gros, je me basais sur l'écart au kilomètre que je devais avoir par rapport à Bruno Armirail. Et je trouve que ça montre quand même une ambition chez ce coureur. Et je trouve une mentalité intéressante.
Deuxième chez les amateurs, bon Mathias Ribeiro da Cruz, que l'on connaît hein, chez les amateurs, hein, il a déjà 3 titres de champion de France, toujours extrêmement bien placé. Et puis Maverick Beaune qui prend la troisième place du VC Rouen. C'était pas forcément le coureur qu'on attendait le plus. On attendait peut-être un Thomas Denis, un Quentin Beza, par exemple, des coureurs qui étaient déjà passés par les professionnels. C'était peut-être parmi les coureurs qu'on attendait un petit peu plus. Et bah là, on est sur un coureur qui n'a pas d'expérience chez les pros, hein, mais ça montre que ces équipes amateurs françaises sont d'un très très bon niveau aujourd'hui. Et puis je rappelle que là on est sur une Conti amateur, une Conti fédérale. Donc les Conti qui ont le droit maintenant de faire les Coupes de France, mais seulement s'il y a des places en plus. Hein, c'est des équipes qui normalement doivent faire le calendrier français, mais comme en D1 désormais on a quand même des petits soucis avec le nombre d'équipes, on a instauré cette nouvelle catégorie. Et depuis le début de saison, ça marche plutôt pas mal, avec notamment une troisième place sur la classique Loire-Atlantique, je crois derrière des coureurs de Polti. Ah non, c'était Yuri Letao, pardon, qui avait remporté cette course, qui était de retour. On le voit également, septième des boucles de l'Artois, vainqueur du Tour d'Eure-et-Loire, qui est toujours une course importante en France. Également vainqueur du chrono champenois, qui est un chrono de référence en France également. Et donc là, un beau résultat à 24 ans pour Maverick Beaune. Est-ce qu'il avait déjà fait les championnats de France en plus, Maverick? Je ne suis pas sûr. L'an dernier, ça me dit rien. Et l'année d'avant, non, il avait fait le championnat de Centre-Val de Loire, qu'il avait remporté déjà sur le contre-la-montre à l'époque. On poursuit avec les pros désormais, et du côté des pros, eh bien le titre, nouveau titre, troisième titre désormais pour Rémi Cavagna. Au-dessus, au-dessus, là il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu photo du côté de Rémi Cavagna. J'en avais parlé au Tour d'Italie, j'avais dit, on a retrouvé du très bon Cavagna sur le chrono depuis le début de saison. Je crois que c'est la vraie différence entre le Cavagna de 2026 et le Rémi Cavagna de 2025. Le Rémi Cavagna de 2025, je trouvais que sa position sur le vélo, elle n'était pas formidable. On sait que c'est un problème parce que chez Movistar, il avait essayé de changer complètement sa position parce que en gros, Canyon voulait pas qu'il reprenne sa position qu'il avait à l'époque chez Soudal Quickstep parce que il y avait, enfin voilà, on lui a imposé en gros une position et ce qui lui plaisait pas énormément à Rémi Cavagna. Donc sa position chez Movistar, elle était catastrophique, vraiment, ça n'allait pas du tout. Enfin, c'était une catastrophe. De toute façon, sa saison chez Movistar a été une catastrophe, mais notamment même sur cette position de contre-la-montre. Et sur la course, enfin sur l'année 2025, je trouvais également que sur le vélo Villiers, il avait du mal à trouver une bonne position. Autant je trouvais qu'en tant qu'équipier, dans un rôle un peu à la Armirail, ça marchait bien pour voilà, pour rouler sur des longs bouts droits, ça marchait bien. Par contre, sur ce contre-la-montre, sur cet exercice-là, ça avait tendance à être compliqué pour Ami Cavagna, sauf que depuis le début de saison, encore une fois, il fait quand même troisième d'un chrono long en plus sur le Tour d'Italie parce que c'est vrai que il avait tendance à une époque à pas être bon sur les chronos très longs. C'est-à-dire qu'il avait vraiment un registre où il était très bon sur les chronos qui duraient 30 minutes, mais au-delà de 30 minutes, il avait un peu de mal et en deçà de 20 minutes, c'était un petit peu compliqué. Il était vraiment dans un registre extrêmement précis. Et là, la différence désormais, c'est qu'il est capable d'être efficace également sur des chronos plus longs. Il l'a montré sur le Tour d'Italie. Alors certes, Ghana avait remporté, mais Ghana était dans un autre monde. Derrière, il avait été extrêmement efficace. Rémi Cavagna et pareil également sur sur le Qatar, sur l'UAE Tour où là aussi il avait été très bon. Pourquoi je pense au Qatar? Parce que normalement la course doit revenir, le Tour du Qatar, l'an prochain. Pour ça que voilà, j'ai eu le switch Qatar avec la chaleur, mon cerveau a un peu du mal. Mais vraiment, il y a pas eu match hein, dès le départ.
il fait la différence et ensuite il a augmenté son avance par rapport à Bruno Armirail. Même dans la portion, je dirais, descendante, il arrive encore à gagner 2-3 secondes. Donc c'est un peu comme Arthur Bleich chez les amateurs, qui a augmenté son avance au fur et à mesure et qui a été intouchable. Bah, ça a été pareil hein, chez les pros, avec un Rémi Cavagna qui a été largement au-dessus. Deuxième, Bruno Armirail. Ça a été dur pour Bruno Armirail. Alors, je rappelle que il a été en stage. Il a fait un stage avant le Dauphiné. Après le Dauphiné, il est reparti en stage. Il est arrivé, il est redescendu qu'hier. J'ai l'impression que cette préparation pour le Tour de France, bah, contrairement à Rémi Cavagna qui lui était focus sur ce titre de champion de France parce que il avait fait le Tour d'Italie, donc c'était on va dire son objectif de ce bloc intermédiaire avant d'attaquer la dernière partie de saison pour Rémi Cavagna. Surtout que du côté de la Groupama FDJ, on sait que le titre de champion de France et championnat de France est toujours extrêmement important. Autant du côté de Bruno Armirail, bah ouais, du côté de Bruno Armirail, là c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un autre objectif, c'est les championnats, enfin c'est le Tour de France. Il a même eu de la chance parce que ils ont été presque laxistes, la Visma. C'est que normalement c'est une équipe qui n'autorise pas les coureurs qui vont sur le Tour de France à aller aux championnats nationaux. Et là, bah, il a eu l'autorisation, Bruno Armirail, comme Edoardo Affini. C'est un peu moins bien passé pour l'Italien qui est tombé, Edoardo Affini, mais c'est vrai que normalement c'était une équipe qui laissait au repos ses coureurs majeurs. Ce qu'a fait notamment la Décathlon avec Paul Sexas, avec Prodhomme, c'est un petit peu la même idée hein, chez Visma. Et là, il a eu l'autorisation. On lui a même donné une équipe, c'est-à-dire qu'il y avait une voiture, un directeur sportif, des vélos. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les coureurs d'équipes étrangères, mais je pense tout simplement un petit peu de fatigue. On voit, hein, c'est sur ce démarrage où ça a été compliqué à Armirail. C'est vraiment le premier intermédiaire où il prend, je crois, 24 secondes, 25 secondes d'entrée, Bruno Armirail. Alors ensuite, il a continué à perdre du temps, mais beaucoup moins quand même. Hein. C'est vraiment sur cette première portion de contre-la-montre où là, ça a été très compliqué pour le Français, où il a eu vraiment du mal à s'en sortir à ce moment-là. Troisième, Ewen Kosciu. Oui, bah la Groupama qui place quand même 4 coureurs aux 6 premières places. Avec, oui, Ewen Kosciu et Maxime Decomble. Pour moi, à leur place, Ewen Kosciu, je pense, a eu un peu de mal à finir. Il est parti fort, mais on sent que sur la deuxième partie de chrono, Bruno Armirail lui passe devant et puis l'écart augmente énormément sur les deux derniers intermédiaires. Donc il a perdu pas mal de temps. Maxime Descombes, lui, il a été régulier. On pourrait même regretter hein, que du côté de la Groupama FDJ, il n'en ait pas fait plus à fond des contre-la-montre, Maxime Descombes, parce qu'il y en a quelques-uns où il les a fait en dedans, parce que c'est un coureur qui est bon dans l'exercice. On rappelle, hein, c'est quand même le troisième des championnats du monde espoir Ormanda. Donc sur ce type de parcours, il peut être vraiment très efficace. Et là, c'est quand même un coureur sur lequel il faudra compter dans les années à venir, hein, Maxime Decomble, avec pourquoi pas également Arthur Blaise qui prend la 5e place, Thibaut Gruel 6e. Ouais, du côté de Thibaut Gruel, je pense que c'était un peu trop vallonné pour Thibaut Gruel. Je pense que le même parcours plat, Thibaut Gruel, il est peut-être devant Ewen Kosciu, il est peut-être troisième aujourd'hui. Mais sur un parcours où il y avait quand même 400 mètres de dénivelé positif, hein, aujourd'hui, c'était pas plat du tout, notamment sur la deuxième partie de contre-la-montre, où c'était des longs faux plats. Bah là, je pense qu'il en a manqué un petit peu pour Thibaut Gruel dans ces portions-là. Mais voilà, bon, il se place juste derrière Arthur Blaise, qui fait un énorme chrono chez les amateurs, donc vraiment pas mal du coup du côté de Thibaut Gruel. Léo Bizio, chez Decathlon, on voit bien que ces championnats de France sont pas une priorité plus que ça. Léo Bizio, il prolonge. Normalement, son objectif, c'est la Vuelta. Donc là, je pense que le pic de forme, il décroît. Il a fait un gros tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais derrière, le chrono, c'est pas... Même s'il avait fait un gros chrono par équipe, entre le chrono par équipe et le chrono individuel, déjà, c'est pas la même chose du côté de Léo Bizio. Puis là, je pense que tout simplement, il y a un manque d'énergie chez Léo Bizio, hein, ce qui est tout à fait normal, parce que là, on prolonge quand même énormément sa saison. Bon, du côté de Total Energy, 8, 9, 10.
Bon, on fait mieux que Cofidis. Bon, on se contentera de ça. Du côté de Total Energy, Guernalec, c'était trop dur pour Guernalec, qui pour l'instant s'est pas pris d'amende parce qu'il a quand même bien suivi. C'était Cavagna. Alors, il n'était pas tout le temps dans le sillage, mais bon, il était quand même proche de Cavagna. Et puis Samuel Leroux et Gachignard, je dirais, sont à leur place. Voilà, hein, c'est pas des machines sur le contre-la-montre. C'est pas Pierre Latour qui souvent permettait à Total Energy d'attraper un top 5. Il n'y a plus Pierre Latour, donc ensuite derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Et Quentin Béza finit dans le top 20 aujourd'hui. Du côté des autres coureurs, bon, on va passer aux autres champions du contre-la-montre. On va faire voilà un petit point. En Italie, Filippo Ganna, pas vraiment de surprise, qui a fait une démonstration. Cataneo est à plus de 2 minutes du côté de ce titre de champion du contre-la-montre. Chez les Pays-Bas, c'est Huub Aerts. Alors là, c'est un peu plus surprenant. C'est vrai, parce que on aurait pu s'attendre à Sorge Bax, à d'autres coureurs que Huub Aerts, qu'on considérait plutôt comme un puncher. Donc il s'en est très bien sorti devant Van Baarle et Serge Bax. Du côté de l'Espagne, Castrillo s'impose devant. Alors du côté de l'Espagne, c'était un parcours vallonné ou pas? Moins qu'en France. Et ça a été donc serré, hein, très serré, parce que Alvarez, par exemple, il est à 44 secondes. Balderstone, qui avait eu le titre l'an dernier, est à 1,25. Là, on a un top 10 qui est quand même assez serré du côté de cette catégorie. En France, donc Rémi Cavagna. En Grande-Bretagne, Ethan Ether, encore une fois, devant Connor Swift et Josh Charlton, coureur que je ne connais pas, qui est dans l'équipe de développement de Ineos. En sachant que c'est Ben Wiggins qui s'est imposé chez les Espoirs. Colombie, bon là on avait déjà le titre avec Brandon Rivera Smith. Jevan pour l'Australie, ça c'était connu depuis longtemps. Kubic qui remporte le titre en Slovaquie devant Zvresek. Aux États-Unis, ça s'est fait il y a quelques jours, Artem Schmidt. Et puis Finn Fischer-Black, ça c'était en début de saison, comme Stéphane Debaude pour l'Afrique du Sud. Fedorov pour le Kazakhstan, ça c'était hier. Taramae qui remporte un nouveau titre de champion d'Estonie. Caicedo. On a Reileanu pour la Roumanie, qui enchaîne les titres. Mikuti, ce coureur de la Tudor, pour la Lituanie. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Barnabas Pik pour la Hongrie, Attila Walter seulement troisième, Reisberg pour Israël, Atto Salo pour la Finlande. Enfin voilà, je crois que là on a fait la majorité des grands noms du côté des titres du champion national. Et chez les femmes, eh bien les Pays-Bas, c'est Daniek Angeveld, De Vries, qui n'a pas réussi à remporter ce titre, comme Lincoln Noyen, mais on a un triplé Visma du côté de cette formation, mais c'est peut-être la moins connue des trois qui remporte ce titre avec Daniek Angeveld, qui a rejoint l'équipe cette année, qui est à la Ceratisi, mais qui n'est pas forcément la fille la plus connue de la Visma Lease Bike. On retrouve pour l'Espagne Mireia Benito devant Sarah Martin. Donc c'est bien le Mouel en France. Grande-Bretagne, Zoé Bachstedt, Anna Morris et Eleonore Bachstedt qui finit à 1 minute de Zoé. Du côté de la Norvège, c'est Catherine Alrun qui s'impose devant Oxet. La Pologne, c'est Wlodarczyk qui s'impose. En Slovaquie, Schladonova, là c'est moins une surprise. Taylor Knibb du côté des États-Unis, c'était il y a quelques jours. Sultanova pour le Kazakhstan. Qui en a d'autres? Katenaou pour la Roumanie. Bon, voilà, je crois que là aussi, on a fait les gros noms du côté des Amina Atosalo pour la Finlande. Mais je crois que voilà, on a fait les grands noms pour ces victoires du côté des championnats
Nationaux, bah nous, on se retrouve samedi pour la course en ligne dames. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Production.